la non-concordance et le format du tirage. Donc les gens doivent bien vérifier en fait que le format de leur image correspond à la taille du tirage demandé. C'est ça. Tu fais aussi du sur-mesure ou tu préfères Non, non, on fait du sur-mesure. OK. Mais le problème, je vais l'expliquer, c'est que parfois les gens nous disent: «Je vais t'envoyer une image pour me faire un 50-75». Donc prépare la plaque, prépare le cadre. Et quand je reçois l'image à tirer, eh ben, elle ne fait pas 50-75, elle fait 50-70 par exemple. Et donc, ou 50-80. Et moi, je suis là avec une plaque et un cadre qui correspondent à rien. Ouais, je comprends. Donc, le problème, c'est que les gens n'y pensent pas. Et donc, c'est ce que je vais expliquer. Donc, soit ils ont, ils ont fait un recadrage, comme je vais montrer ici. Hein, donc, ils ont recadré, voilà, l'image fait à 50-75. Mais bon, ils ont coupé le personnage et ils ont envoyé l'image sans penser que, voilà, on n'a plus le 50-75. Ça, c'est une des préoccupations. L'autre préoccupation, c'est quand ils ont acheté un cadre dans le commerce. Et donc, ce cadre, en fait, tu as les cadres A4, les cadres 18-24, les 30-40, le 50-70. Mais aucune de ces mesures ne correspond aux proportions d'un 24-36, un 2 tiers. Donc, quelqu'un qui commande un tirage pour mettre dans un cadre comme ça et qui ne fait pas attention au fait que les proportions ne sont pas les mêmes, eh bien, il peut avoir de mauvaises surprises. Surtout si c'est, par exemple, une photo de groupe, hein, et tu as des gens partout, eh bien, on doit couper grand-mère et grand-père de chaque côté parce que le cadre est plus carré. Voilà. Donc ça, c'est un problème auquel il faut être attentif, en fait. Donc, Et je pour la belle-mère, c'est pas grave. Mais je ne comprends pas d'ailleurs comment les fabricants n'ont pas encore modifié ces formages. Ça fait des années que c'est comme ça. Format, Oui, c'est fou. donc dans Photoshop, Donc, dans Photoshop, je vais vous montrer 2 images pour vous montrer un cas de figure qu'on rencontre assez souvent. Donc, vous voyez que cette image ici à gauche, elle fait effectivement 50-75. Et donc, nous avons un petit personnage ici qui gêne. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, le client va recadrer son image et va nous l'envoyer sans penser qu'il a modifié les proportions. Donc, vous voyez ici, après recadrage, nous n'avons plus un 50-70-75, on va dire, mais on a bien un 45-75. Donc, si vous avez commandé une plaque pour contrecoller ou si vous avez commandé un cadre 50-75, eh bien, l'image ne correspond plus, on ne sait pas la coller. Donc, quand vous faites un recadrage, pensez peut-être à mettre les proportions. Donc, ici, dans la barre d'options, donc dans cadrage, vous avez ici donc, la possibilité de mettre la largeur, la hauteur et la résolution. Si vous ne mettez pas de résolution, bon, par défaut, elle va le calculer elle-même. Donc ici, on veut un 50-75, eh bien on met 50, on met 75, et on peut aller cadrer notre image comme on l'entend, sans, sans couper. Vous voyez, voilà. Alors là, on conserve les proportions. Et surtout, vous avez décidé, vous, quelle partie de l'image il faut donc couper. Alors, parce que si vous ne le faites pas et vous dites au laboratoire, ben, fais-le comme tu l'entends, bon, ici, dans une image comme celle-ci, bien entendu, il n'y a pas 36 solutions et évidemment, ça va de fait qu'on va couper dans le ciel, mais parfois, ce n'est pas aussi évident et on ne sait pas, nous, laboratoire, quelle partie est plus intéressante qu'une autre et on pourrait ne pas faire les choses convenablement. Donc, à partir du moment où vous avez décidé, lors de votre cadrage, les proportions, ben, vous garderez votre 50-75 dans ce cas-ci et vous êtes certain de ne pas avoir de problème par la suite lors de la finition, donc du collage et de l'encadrement. donc maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il est temps d'envoyer son Voilà. fichier et là, tu recommandes donc d'aller sur ton site, c'est ça? Alors, oui, donc en fait, comment est-ce qu'on peut envoyer son fichier? Eh bien, soit par messagerie, donc là, on peut joindre une image, donc si c'est une image qui n'est pas trop lourde, maximum 10 mégas, Du ou du JPEG, donc, et pas trop d'images, vous pouvez le faire par messagerie. Mais moi, je conseille vraiment d'envoyer vos images par un système comme WeTransfer ou Dropbox ou Swiss Transfer. Et donc, effectivement, sur mon site, chez Mikemuka, donc le site de Mikemuka, nous avons créé une page spécialement destinée au WeTransfer. Donc, vous avez une petite explication ici. Et déjà, vous avez un raccourci. Donc, vous êtes directement dans un menu qui vous permet d'envoyer vos images. Vous n'avez plus qu'à remplir votre adresse mail ici, joindre les images et faire transférer, et c'est parti. Donc, c'est préférable dans tous les cas parce que c'est vrai que ça alourdit effectivement toutes les images qui se trouvent dans votre boîte de messages. Et donc, il faut vraiment privilégier les systèmes
où vous pouvez mettre des images lourdes et beaucoup d'images en même temps. Oui, parce que dans l'idée quand même d'un tirage qualitatif, on ne Voilà. va pas recommander de compresser le Non, fichier. non. Voilà, c'est ça. Et de temps en temps, bon, si c'est par exemple des gens qui me demandent un devis, qui vont dire, tiens, j'aurais telle ou telle image et qui veulent joindre une image pour montrer de quoi on parle, effectivement, un petit JPEG qui pèse de 2-3 mégas, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où c'est votre image définitive, c'est-à-dire l'image haute résolution, franchement, privilégiez les systèmes prévus pour. Donc, pas de compression. Pas de Et vous aurez compression, à part WeTransfer ou similaire. voilà, et donc vous avez un raccourci directement sur la Donc, page. vous aurez mis l'URL en dessous de la vidéo. Donc, maintenant, on va voir les différents types de papier et en particulier ceux que tu recommandes pour le noir et blanc. D'accord. Donc, en fait, il y a 3 grands groupes de papier, selon moi. Donc, on va parler du papier type brillant, du papier, on va dire, satiné ou lustre, et des papiers fine art, donc mat. Donc, dans ces 3 grands groupes, vous avez effectivement les papiers type RC, donc qui sont à base de résine, et les papiers fine art qui sont à base de coton 100%. Il y en a d'autres, mais on va se limiter à ces deux grands groupes parce que c'est ceux qui vont revenir le plus souvent. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de Canson. Pourquoi Canson? Bien parce que moi, je suis donc un laboratoire certifié Canson. Ça fait longtemps qu'on travaille avec cette grande marque qui a très très beau papier. Et aussi parce que ils ont en fait un système de filtrage sur leur site. Donc, je vais me mettre sur l'écran. Et donc, je pense qu'on vous mettra le raccourci pour arriver sur cette page-là. Et donc, en fait, c'est trouver un produit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? On a support, papier ou canvas. Bon, dans notre cas, ce sera évidemment papier. Finition, les papiers mat, les papiers satinés ou les papiers brillants. Le grain. Alors, le grain, c'est vrai que quand on est sur des papiers fine art, on peut avoir des papiers lisses ou des papiers structurés. Alors, moi, je recommande en fait des papiers lisses pour toutes les images qui auraient besoin d'une bonne définition et de beaucoup de détails. Par contre, un papier texturé va bien fonctionner peut-être avec un paysage ou quelque chose qui aura un aspect un peu plus peinture. Donc, pour l'architecture, je recommande. Pour l'architecture, je recommanderais plutôt du lisse. Et aussi, pour l'architecture, je recommanderais plutôt un papier brillant parce que je pense que le papier mat convient plus particulièrement au portrait. Et il y a tout ce qui est un petit peu doux, qui demande donc un peu de douceur. Par contre, si vous voulez des images qui soient plus fortes, donc comme des photos d'architecture, comme des photos urbex ou même des portraits, mais alors des portraits de rue où on a besoin d'un petit peu plus de puissance et de force, je recommande à ce moment-là le papier brillant, enfin type brillant, hein, peu importe que ce soit du fine art ou pas. Mais il faut savoir que ce papier est donc à ce moment-là plus contrasté et que les noirs sont aussi plus noirs. Donc le noir type photo est plus profond, plus dense en fait qu'un noir mat. Alors le grammage est important si on décide donc si on veut un papier lourd, donc un papier supérieur à 300 grammes, c'est intéressant à partir du moment où on veut exposer son image, mais sans cadre, sans montage. Ça se fait de plus en plus souvent, en fait. On prend un très beau papier et on le met directement sur le mur avec, par exemple, des pinces d'architecte. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il est important d'avoir un papier qui a de la tenue, hein. Alors, il est plus épais. Par contre, si vous décidez de faire un contre-calage et un encadrement, autant prendre un papier plus léger, parce que visuellement, c'est pareil, c'est le même papier, mais d'abord, il sera peut-être un poil moins cher, mais surtout, vous allez faciliter le collage parce que le papier, il va moins vivre, hein, tu vois ce que je veux dire, hein? Enfin, surtout quand on parle de papier en rouleau, donc il a tendance à reprendre sa forme initiale. Donc, un papier plus léger sera recommandé lors du collage. Ok. Alors, toujours chez Canson, vous avez évidemment les différents formats. Donc, vous vous dites, tiens, moi j'ai besoin de faire telle dimension, j'ai besoin d'un rouleau voilà, par exemple d'1 mètre 18 ou etc. Donc, c'est possible. L'utilisation. Alors, l'utilisation, voilà, ici, Canson va vous recommander différents types de papier en fonction que vous voulez faire du portrait, du paysage, de la photographie générale, ou du noir et blanc ou de la reproduction d'art. Bon,
dans notre cas ici, on va mettre noir et blanc, eh bien, vous voyez que Canson nous propose du papier Arches, du Rief, de l'aquarelle rack, du printmaking, surtout des papiers rack, donc tous les papiers fine art mat, hein. Et donc, si je descends un petit peu, il va également plus loin nous proposer du Barita, qui lui est un papier fine art, mais brillant, comme du platine, qui est un papier que je recommande aussi. Donc voilà, c'est une manière, en fait, de vous aider à faire un choix de papier si vous n'avez pas trop d'idées. Mais gardez quand même à l'esprit que finalement, c'est votre goût qui compte, hein, c'est ce que vous voulez faire passer comme message au public qui va regarder les images que vous allez exposer. Voilà, mais bon, nous, on peut effectivement toujours vous conseiller. En fait, les gens qui veulent faire une exposition, en général, on a une petite réunion en interne et on discute du projet, on discute tel type d'image, tel sujet irait mieux sur tel papier, avec tel type de finition, encadrement ou pas, et dans quel type de galerie, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des galeries qui sont plus spécialisées sur tel type de sujet, du nu, du portrait, etc. Donc, ça fait partie un peu de la préparation de l'exposition, la discussion qu'on a ensemble. Et je reviendrai un peu plus tard sur la relation qui est importante entre le tireur et le photographe, l'artiste. Voilà. Chose qu'on ne trouve pas dans les labos, dans le public, évidemment. Non, non, effectivement. Ils n'ont pas de ce temps à consacrer, quoi. Voilà, c'est encore un des avantages. Ouais. Nous voyons différents types de papier. Nous voyons la durée de vie, par exemple. Nous allons prendre un papier rack. Hein, on va parler de fine art mat, un rack photographique qui est un des papiers les plus courants. Nous voyons que on parle de 69 ans de conservation quand l'image est exposée sous verre. Par contre, si nous avons appliqué un filtre UV, donc un film UV en lamination, eh bien on voit que de 69, on passe à 125 ans. Alors bien entendu, il était important de se rendre compte que les conditions, eh bien, donc de ces valeurs-là, elles sont valables pour un éclairage de 450 à 500 lux pendant 10 à 12 heures par jour. Donc c'est peu. Et donc, à titre de comparatif, j'ai un peu fait un calcul, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais une photo qui est exposée en plein soleil, donc pendant 10-12 heures, mais vraiment un soleil très fort en été, on est à 130 000 lux. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ces valeurs-là, de 69 ans, tombent à environ 3 mois. Donc, vous voyez la différence. Bon, maintenant, Je le vois, j'habite dans le sud et tous les affiches publicitaires de l'Office du tourisme, elles sont toutes délavées, quoi. oui, alors bon, évidemment, c'est important à savoir si vous avez une exposition qui se fait en plein air, hein, ça se fait quand même de plus en plus souvent. Bon, d'un autre côté, ces expositions ne sont pas là pendant des années, hein, c'est éphémère, c'est 15 jours, donc vous ne risquez rien. Enfin, il faut savoir que les valeurs qu'on vous donne, hein, parce que parfois on parle de 100, 150 ans, évidemment, on dit « oh, je suis tranquille », mais c'est sous conditions bien définies. À noter aussi peut-être que quand vous remarquez qu'une photo qui a été exposée au soleil, c'est d'abord les pigments rouges qui s'en vont parce qu'ils sont plus sensibles aux UV, alors que les tons bleus, par exemple, étant moins sensibles, eh ben, ils disparaissent moins vite. Et c'est pour ça qu'une image délavée, on va dire, est un peu bleue, hein, parce que justement, ces pigments-là ont résisté un peu plus longtemps. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Et alors, je vois qu'il y a des papiers, ça peut monter jusqu'à 250 ans, c'est ça? Dans des conditions... Oui, ben, attention, hein, c'est dans des conditions bien spécifiques, hein. On parle ici de... d'humidité de 50. Voilà, et oui, ici on parle de Fahrenheit, évidemment, bon. Mais alors, petite parenthèse quand même, c'est que ici on parle évidemment en général, la couleur au noir et blanc, mais quand vous êtes sous encre piézographique, donc des pigments de charbon, vous pouvez doubler ces valeurs parce que les pigments de charbon sont beaucoup plus résistants aux UV que des pigments traditionnels en fait, hein. Ah oui, donc ça c'est encore... Oui, donc ça c'est je vois. intéressant à savoir aussi. C'est un avantage de la piézographie sur les procédés conventionnels. Donc il ne faut pas acheter du papier Carrefour. Non, Non, conserver ces photos. non, il faut vraiment aller voir quelles sont les recommandations et voir un petit peu. Bon, ici, on a pris le cas de Canson, mais vous pouvez aller sur le site de Wilhelm Institute et regarder qu'est-ce qu'on fait par rapport pour du Fuji, un Emule, peu importe. Vous aurez. Bon, c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans leur parce que c'est vraiment un énorme réservoir d'informations. Et donc, parfois, il faut vraiment mettre le bon mot-clé pour retrouver l'information voulue. Mais j'ai rencontré d'ailleurs M. Willem à la Photokina il y a quelques années.
C'est un personnage intéressant à connaître parce qu'il a, bon, il a toute une histoire derrière ce vieillissement artificiel, effectivement. Ils n'ont pas attendu 150 ans pour voir un résultat. Mais voilà, je trouve que c'est en tout cas une valeur et une référence dans le domaine. Alors évidemment, avant d'envoyer votre fichier vers l'imprimeur, c'est important de vérifier en fait l'épreuvage, on appelle l'épreuvage avant impression dans le logiciel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger sur les sites de fabricants de papier le profil ICC et donc vous allez avoir un aperçu à quoi va correspondre votre impression. Attention, vous allez envoyer votre fichier en Adobe RDB 98. C'est l'imprimeur qui se chargera de la conversion, mais au moins vous avez pu voir ce que ça peut donner. D'accord. Oui. Et donc, on a sur des sites comme tels que Canson, par exemple. Oui, donc en fait, oui, c'est quand même un sujet important, le profil ICC. Donc, je vous recommande de toujours joindre le profil à votre fichier. Et bon, j'imagine que les plus avancés d'entre vous créent leur profil eux-mêmes, mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, en fait, vous pouvez trouver sur les sites des fabricants de papier, ici on va prendre l'exemple de Canson, donc on est sur le site de Canson, trouver un profil ICC, donc vous choisissez votre imprimante, imaginons que vous ayez une Epson, vous choisissez le modèle de l'imprimante, bon, dans mon cas, ici j'ai une 11880 pour la couleur, et donc, vous choisissez à ce moment-là le type de papier. Imaginons que vous voulez un Barita photographique, par exemple. Vous cliquez et il vous suffit donc d'envoyer téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, enfin, votre profil ICC, vous devez le mettre dans la bibliothèque. En Photoshop, on doit aller appuyer sur Options et aller dans Bibliothèque. Il est là, voilà. Et donc, c'est là que vous allez aller mettre votre profil dans Color Sync et puis Profil, vous glissez là-dedans. Sur PC, Windows, je vous ai mis le lien en D'accord. description. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, quand votre image est ouverte à l'écran pour simuler un peu ce que ce profil ICC va donner sur un papier, eh bien, vous devez aller dans Affichage, Format d'épreuve, et vous allez sur Personnaliser. Et là, vous allez voir que vous avez, dans les périphériques de simulation, vous allez retrouver l'ensemble des profils ICC que vous avez donc rentré dans cette bibliothèque et vous choisissez donc le papier sur lequel vous voulez faire imprimer votre image. Imaginons ici que nous voulions l'imprimer, donc évidemment vous avez, je m'en vais avec mon doigt, vous avez l'imprimante et le papier, donc c'est un papier rack. Vous voyez ici que vous avez aperçu, donc si je fais avant, après, vous verrez surtout la différence dans les patchs couleurs ici. Hein. Donc, si je fais avant, après, vous voyez que les couleurs très fluo, malheureusement, ne pourront pas être imprimées. Et vous avez également ici, vous pouvez simuler la teinte du papier. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, de cette manière-là, vous avez vraiment ce qu'on dit un aperçu du résultat final sur le type de papier recommandé. Voilà. Alors, ceci est vrai pour tout, sauf pour la piézographie. Parce qu'en piézographie, en fait, on a une image neutre, noir et blanc à l'écran, et quand on va parler de split toning, mais je vais en parler un peu tout à l'heure, nous avons 3 courbes. Nous avons la courbe des tons clairs, la courbe des tons moyens et la courbe des tons foncés, donc des ombres. Et dans chacune de ces courbes, on peut mettre un ancrage différent. C'est-à-dire, on peut mettre des encres chaudes, des encres froides. Et ça, vous savez évidemment pas le voir à l'écran. Donc, ça nécessite de passer par un épreuvage, donc une épreuve papier, pour finalement décider du split toning qui vous convient le mieux. Mais je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Au niveau de l'épreuvage, ici, là, on a montré en couleur, mais maintenant pour des fichiers noir et blanc, dans le cadre de l'impression fine art. Donc, ça modifie également la répartition des tons lumineux en fonction du profil. Est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, là, comme tu as l'image ouverte, quel impact tu as sur les niveaux de gris en prenant un autre profil? Non, ici, ça change pas, hein. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un épreuvage d'impression pour des photos en noir et blanc? Un peu ça, ouais, non, si on fait un papier un peu Voilà. pas moins, non, pas, par exemple.
Non, ça ne change pas grand-chose. Hein. Non, ça change rien. Donc, mais bon, ce qu'on dit, voilà, pour la couleur, Oui, oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. forcément, il n'y a pas une grande différence. La différence va résider dans le taux d'ancrage, en fait. OK, OK, c'est le taux d'ancrage. Ouais, ouais. C'est là que le profil est ici. Parce que bon, quand on fait le profil, tu as aussi ce qu'on appelle une linéarisation. Donc, on le système va mesurer jusqu'où on voit une différence, Oui. hein, parce que ça sert à rien de mettre 100 d'encre dans un patch s'ils sont bouchés. Ouais, 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 Il il faut faut trouver la limite, quoi. jusqu'à ce qu'on ait qu'on puisse voir la différence à partir de noir D'accord. blanc jusqu'au plus clair. Ouais, C'est ça qui est important dans ce profil-là. d'accord. Bon, normalement, je vais expliquer un peu plus tard, mais normalement, c'est calculé lors du profil. Mais moi, je me rends bien compte que quand je vois une image noir et blanc, je me dis, le noir ici, il est bouché. Je vais aller dans les courbes et diminuer un peu le taux d'ancrage. Hein. Un peu le noir. Ouais. Aller à ce que le papier ne voit Ouais, pas. on ne boit pas trop, quoi. Ça, c'est un peu d'expérience, on va Ouais, dire. ouais, ouais. C'est pas au client de faire monter de ça. Enfin, c'est toi qui gères ça. C'est ce que j'ai dit en accord quand on dit, ben voilà, dans quel cas est-ce qu'on on fait une action sur votre fichier. Ouais, ouais. C'est par exemple ça. D'accord. Donc, à présent, on a vu donc les généralités pour tout ce qui est fichier noir et blanc conventionnel. Et nous arrivons maintenant au procédé de la piézographie qui me tient à cœur, puisque, en fait, c'est un procédé américain qui a été inventé il y a des années par John Cohn. Il est passé par plusieurs types d'encre, de kits. Il y avait des kits pour des couleurs sélénium, pour des couleurs chaudes, des couleurs froides. Maintenant, on en est à la piézographie pro, c'est-à-dire que dans un même kit d'encre, nous avons des encres chaudes, des encres froides et évidemment des noirs complets. Alors, le principe veut qu'une encre chaude et une encre froide mises à même quantité, donc 50%, 50%, eh bien, on a un ton neutre. Dans les autres cas, on va passer vers du plus chaud ou du plus froid, ce qu'on appelle le split toning. Voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer un petit peu maintenant la grande différence entre la piézographie et une impression avec une imprimante classique couleur. Donc, pour ça, nous allons regarder à l'écran. Ici, nous avons les cartouches d'encre de chez Epson et nous voyons que nous avons un noir mat ou brillant, mais donc un noir, un gris moyen et un gris très clair. Donc, nous avons finalement trois niveaux de gris. Alors que dans la piézographie, nous avons, comme vous le voyez ici, 10 niveaux de gris. Alors, la différence, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, c'est que quand on fait une impression noir et blanc, mais avec une imprimante couleur, nous n'ayant que 3 niveaux de gris, toutes les autres nuances sont faites avec de la couleur, alors qu'en piézographie, nous avons donc ces 10 nuances. Ces 10 nuances nous permettent d'avoir des transitions beaucoup plus douces. On n'a pas d'effet d'escalier. On a un noir plus dense. Hein, le noir est 20% plus noir qu'une encre classique. Donc, vous avez cet aspect un peu velours que donnent les tirages en piézographie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'effet de métamérisme, à savoir la réaction des pigments de couleur à la température de couleur de la lumière sur laquelle vous visionnez l'image. Mais en fait, quand tu... Là, c'est moi qui pose la question, mais je pense que pas mal de gens se poseront aussi. Quand tu parles... Pour moi, le speed toning, c'est injecter de la couleur dans un noir et blanc. Oui. Pour faire un monochrome, une double speed. Parce que quand tu dis des tons chauds ou des tons froids, moi, dans ma tête, c'est tu mets du jaune, bleu. Oui, mais on n'aime pas parler de couleur en physiographie, on parle de ton. Alors, on reste bien dans des niveaux de gris. Oui. Quand tu parles de ton chaud, c'est toujours un gris neutre. Non. Ah oui, mais Non. tu vois, c'est ça qui est, je t'avoue, Oui. pas Oui. assez... En fait, c'est neutre si on met la même quantité. Donc, si je te montre les bouteilles. Oui, Tu vas voir qu'il y a des bouteilles bleues et des bouteilles, on va dire, brunes. oui, Hein? c'est bien que je pense. Oui, tout à fait. Sinon, c'est pas possible, évidemment. Mais bon, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Attends, je vais allumer la lumière. Donc, tu vois, par exemple, ici, cool, c'est froid, donc c'est des encres un peu bleues. Ok.
hein. Et si tu prends une warm tone, tu vois que regarde la différence, brun. on est brun et on est Mais bleu. c'est ça. Et quand tu mets 50-50, ben, c'est comme la balance des blancs. Exactement. Quand tu mets 50-50, oui, Tu as bien du gris oui, neutre. oui. C'est ça qu'il veut dire. tout à fait. Et donc, mais donc, en changeant la répartition, c'est possible que tu as un noir et blanc qui est un peu bleuté ou un peu Oui, brun, c'est ça? oui, oui. Mais c'est subtil, hein. C'est subtil. Alors, c'est- c'est-à-dire que si tu mets à 100% tes encres froides, ouais. pardon, si tu les mets à 100%, évidemment, tu vas avoir une image bleue, ou si tu mets à 100% le chaud, tu vas avoir une image Oui. très chaude, très brune, on va dire. Maintenant, comme on est plus dans la subtilité et qu'en fait, moi, je joue quasi toujours, je ne mets jamais à 100%, hein. Je joue toujours avec une partie des encres froides et une partie des encres chaudes. Ça a aussi comme effet de donner du relief à l'image. C'est-à-dire qu'une image imprimée en split toning, donc en mettant un petit peu d'encre froide dans les hautes lumières, par exemple, et un peu d'encre chaude dans les tons et dans les ombres, eh bien, ça a comme effet de donner du relief à l'image. Et quand tu compares, je peux te montrer ça tout à l'heure si tu veux. Quand on compare l'image, tu as l'impression que le sujet sort de l'image en piézographie. Quand Oui, on ajuste aussi en voilà. traitement. Parce qu'on est en opposition. Voilà, c'est exactement ça. Donc, et ça, c'est très beau. Donc, ça, c'est les différents papiers. Tu vois, ça, ce sont des tons chauds, par exemple. Mhm. Ici, on a par exemple une photo qui est une photo de Gaël Turin. Alors, je ne sais pas si tu as des reflets ou pas. Tu veux que je le mette comme ça? Oui, voilà, c'est Donc, à gauche, ici, nous avons un tirage noir et blanc fait avec une imprimante couleur, donc neutre. Et à droite, nous avons une piézographie en split toning. Mais je vois ce que tu veux dire, l'impression de relief. Oui, et tu vois, les sujets sont beaucoup plus détaillés et ressortent vraiment, c'est beaucoup plus intéressant comme image. Regarde comme ici aussi, nous avons... Il fait un peu chaud. Ici, c'est chaud. voir un Alors oui, ça dépend des clients. Donc, il y a des clients comme ici à droite, c'est une photo de Benoît Ferron. Il aime les photos un peu plus chaudes, donc on va pousser un peu plus dans les ombres et dans les tons moyens, un peu plus la chaleur. Et par contre, dans les hautes lumières, on a un peu de ton froid. Et tu vois que c'est quand même fort intéressant comme image par rapport à ce qu'on obtiendrait en image classique. Et alors, j'ai encore un modèle ici. Voilà, et ça, c'est une photo de Dick Lambrex. Voilà, en arrivant classique et en piezo. Et tu remarques notamment dans les noirs les détails qui sont beaucoup plus prononcés. Tu vois, on a moins de cassure, si tu veux, dans les transitions. Oui, ici, la transition de Ah oui, c'est beaucoup plus doux, hein. le dégradé. Le dégradé est plus doux, oui. Ça, à mon avis, dans la vidéo, c'est dur. C'est difficile, mais regarde dans les cheveux, dans les cheveux, dans les noirs. Oui. Et tu vois que le noir est mal... Oui, La séparation. alors que le noir est plus profond, tu as beaucoup plus de détails dedans. Bon, je ne sais pas si ce sera visible là, mais bon. Il faut le voir pour le croire. Oui, oui. Mais je dis toujours, c'est difficile sur une image. C'est comme faire la publicité pour un écran haute définition. Sur un écran normal, on ne le verra pas. Mais c'est un peu le même principe. Et il faut vraiment les comparer. Et quand on compare, on se dit, oui, mon Dieu, ça fait quand même, ça vaut la peine. Donc, pour vous illustrer le speed toning, si vous allez sur mon site, encore une fois, dans le procédé, donc vous allez sur le procédé, vous allez avoir une explication qui est un résumé de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on voit ici différentes images. Vous pouvez cliquer dessus pour la voir en grand. Donc, au milieu, nous avons une image neutre. À gauche, une image cool, c'est-à-dire que nous avons mis les tons froids au maximum. À droite, nous avons une image chaude, les tons chauds au maximum. Mais je vous avoue que c'est très rare que nous fassions ce genre de choses-là. Par contre, le split toning, c'est-à-dire la séparation des tons, ou bien, comment tu appelais ça toi tout à l'heure? Virage partiel. Un virage partiel. Ici, nous voyons à gauche un split cool, c'est-à-dire que nous avons mis plus de tons froids que de tons chauds. Et à droite, c'est l'inverse, nous avons mis plus d'encre d'encre chaude dans les tons moyens et dans les ombres. Mais ça veut dire aussi que nous avons la possibilité donc d'avoir des milliers de possibilités. Et donc, ça nous amène à la création de courbes personnalisées. Donc, nous avons des clients qui viennent passer ici une demi-journée pour faire en sorte que nous ayons une courbe qui lui correspond vraiment. Donc, on fait différents essais avec différents types. Bien sûr, on a des bases, hein, on sait bien sur les choses qu'il ne faut pas faire. Et en fait, on le fait partie de papier qu'il va utiliser.
Et donc, une fois que ces courbes sont réalisées, qu'on sait ce qu'il veut, c'est noté chez nous, et chaque fois qu'il nous passe une commande, pardon, eh bien, nous allons chercher la courbe qui lui correspond, et finalement, ça permet même de faire en sorte que quand on voit un tirage, on se dit: «Ah ben ça, je pense que c'est fait par tel photographe parce que je reconnais un petit peu les tons de son image». Donc voilà, on sait par exemple qu'un Serge Anton ou qu'un Benoît Ferron sont des artistes qui aiment bien les tons chauds. Eh bien, je sais d'office que je dois aller dans cette gamme-là, mais ces valeurs sont déjà reprises dans notre base de données. Donc ça, c'est le logiciel que tu utilises pour créer donc ces fameuses courbes personnalisées pour Oui, tes clients. oui. Oui, donc en fait, en physiographie, donc j'utilise le Print Tool plutôt que de travailler d'après Photoshop ou autre chose. Donc parce que nous avons effectivement 3 courbes à gérer. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Si nous allons dans les settings, je vais dans les options de mon imprimante, nous allons dans le RIP Quad-Tone. Vous remarquez donc, 1, que nous travaillons en 16 bits, 2, que nous avons 1, 2, 3 courbes à régler. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous avons une courbe pour les encres froides, une courbe pour le neutre et pour le chaud. Respectivement, si je modifie ma courbe numéro 1, c'est donc les encres froides. La courbe numéro 2, bah, on va dire que c'est neutre, et la courbe numéro 3, ce sont les encres chaudes. Alors, nous pouvons décider de travailler sur les hautes lumières, les highlights ici, de travailler sur les tons moyens ou sur les ombres. Ce que nous faisons la plupart du temps, c'est de mettre dans les hautes lumières, donc mettre des tons froids ici. Vous voyez que la courbe 2, c'est-à-dire le neutre, va se modifier pour garder un taux d'ancrage de 100%. Même chose, si je change ici, par exemple, la courbe 3, c'est-à-dire les tons chauds dans les tons moyens ou dans les ombres, vous voyez qu'à chaque fois, la courbe numéro 2 s'adapte. Voilà, donc on décide ici, donc on a toujours besoin, en fait, lorsqu'on fait une calibration, nous devons faire une triple calibration. Mmh. Voilà, donc alors, et c'est aussi pour ça qu'un profil ICC ne sert à rien, puisque on ne le voit pas à l'écran, votre image reste neutre, noir et blanc, mais c'est le taux d'ancrage choisi qui va être important. Et donc, en fait, je reviens à l'importance de la relation entre le client et le tireur, que ce soit moi ou un autre laboratoire. En fait, il faut apprendre à se connaître. Donc, on a une première visite, on discute, il me montre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et puis on fait quelques tests pour les premières photos, et petit à petit, on finit par être de plus en plus pointu, ce qui fait qu'après deux, trois commandes, on sait exactement ce que veut le client, et donc ça évite des allers-retours, un petit test si nécessaire, et on est bon. Donc cette relation est très importante, parce qu'elle permet aussi de respecter l'esprit. Moi, je me rends compte que j'ai eu dans ma carrière des gens qui aimaient bien des photos très denses et des gens qui aimaient bien les photos très, très claires. Donc, si on ne le sait pas, on va faire selon notre avis, c'est-à-dire probablement entre les deux, quelque chose d'équilibré. Mais voilà, il faut tenir compte des goûts des clients, parce que voilà, c'est leur image de marque en fait. Voilà, de quelque sorte. Voilà, donc nous allons faire un tirage d'épreuve pour une des photos d'Olivier. Chouette, hein? Ah, et donc, nous avons choisi cette image-ci. Donc, moi, j'utilise le Print Tool, qui est en fait un module qui est dédié à la piézographie, pour pouvoir gérer les 3 courbes. Donc, je vais choisir évidemment la taille. Ici, je vais travailler sur un 20-30. Alors, je dois choisir évidemment de quel type d'encre je vais utiliser. Je vais utiliser l'encre photo, puisque nous allons travailler sur un papier Fine Art, qui est un Barita. Hem, je vais donc aller dans les réglages de mon imprimante, donc Quad-Tone RIP. Ici, je vais choisir de travailler en 16 bits, et je dois choisir mes courbes, c'est-à-dire le papier que je vais utiliser. Donc nous allons travailler sur un papier Canson platine, que je dois aller chercher dans platine ici. Donc j'ai une courbe pour mon platine cool, donc les encres froides. J'ai une courbe neutre et j'ai une courbe d'encre chaude. Voilà, j'ai mes 3 courbes. Ensuite, je décide que je vais faire un split toning, donc une séparation des tons, ou un virage partiel en français. Et je vais décider que dans les hautes lumières, donc ici, je vais mettre, par exemple, d'habitude, je mets 20 ou 30, je vais mettre 30% d'encre froide dans les tons
donc dans les tons clairs, en fait, hein. Et par contre, je vais mettre dans les tons moyens, je vais mettre 30 30 d'encre et dans mes ombres, je vais mettre 50 d'encre chaude. Donc ça, c'est une courbe sur laquelle on part et du chaud uniquement dans les tons moyens et dans les ombres. Donc une fois que nous aurons fait cette impression, je montrerai à Olivier et il décidera si ça lui plaît ou pas et on pourra modifier éventuellement l'une de ces valeurs. OK, et je n'ai plus qu'à imprimer maintenant. Je fais Run Print et hop, nous allons voir ce qui se passe sur l'imprimante. Donc ici, on a décidé de mettre l'imprimante en mode, d'impression, aller-retour. Donc en fait ici, on imprime en bidirectionnel, mais nous pourrions imprimer en monodirection. Donc à ce moment-là, l'imprimante n'imprime qu'un seul des passages. C'est plus précis. Si on a des images vraiment, vraiment difficiles, ou si l'imprimante n'est pas bien calibrée, ça nous donne une meilleure finition. Une chose que je n'ai pas précisée, mais qui est peut-être importante, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 niveaux d'encre, mais aussi un vernis. Et ce vernis s'applique lors de l'impression pour tout ce qui est papier type photo. Donc, pas sur les papiers fine art, mat, etc., mais tout ce qui est papier type photo, ce vernis se met. Et donc, c'est une protection UV qui est directement intégrée à l'image. Et j'ai déjà fait des tests de nettoyage, même avec un petit chiffon imbibé d'eau, vous pouvez aller dessus et ça n'enlève rien à l'image. Donc, c'est vraiment un plus. Et ça prolonge encore la durée de vie du papier, évidemment. Oui. Ah, voilà le résultat. Voilà, s'il te plaît. Ah ben, c'est pas mal du tout, ça, hein. Bon, ben, je crois qu'on va imprimer ça en grand pour me On est, en savon, hein. on a un bon à tirer. Allez, c'est validé. Bon à tirer. Parfait, si ça roule, on met ça en route en grand format. Et puis, il n'y a plus qu'à la contre-coller et la mettre dans une belle boîte américaine. C'est Zara. Ça, c'est Zara Allez, qui va s'en occuper. allez, je vous montrerai le résultat dans mon salon. Et voilà, donc le tirage, bien emballé parce qu'il a fait des déplacement depuis la Belgique jusqu'ici dans le sud de la France. Et donc, on va déballer ça, le tirage, donc en caisse américaine. Alors là, c'est pas mal du tout ça, hein. C'est vraiment qualitatif. Jean-Jacques, tu as fait du très bon boulot. Bravo. Eh bien, merci Jean-Jacques de nous avoir présenté donc ton travail au sein du labo Mickey Mouka. Et donc, si vous voulez retrouver le travail de Jean-Jacques, on peut voir tout ça sur. Alors, vous pouvez voir le travail sur une page Facebook qui est dédiée à Mickey Mouka. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur mon site qui est www.mikeymouka.be. Et vous avez également, vous pouvez m'écrire, hein, donc info@mikeymouka.be. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et donc, je remercie Olivier et Sébastien à la caméra d'être passés nous voir et d'avoir mis en exergue notre travail. Et donc, si vous avez encore des questions par rapport à tout ce que Jean-Jacques vous a présenté, eh bien, je vous invite à les mentionner en commentaire et on sera un plaisir d'y répondre.